Mesdames, Messieurs, chers collègues, je remercie le CFMS de m'avoir invité à donner cette conférence Coulomb. Je lui ai donné le titre « Décomposer, recomposer, des voies utiles à la conception des ouvrages géotechniques ». Et dans mon esprit, décomposer, c'est aussi découper, comme je l'illustrerai aujourd'hui. Ces clichés sont extraits du film Voyage granulaire que Jacques Desrues avait présenté au JNGG 2010. Il s'agit du traitement numérique des données collectées avec un scanner sur une éprouvette triaxiale. Un amoncellement de particules aux formes et tailles diverses, et à une échelle anthropocentrique, cela ressemblerait à un amoncellement de gravats. Comment cet amas se réarrange quand il subit une action à sa surface? Alexandre Collin, dont je reparlerai plus tard, avait dès 1846 souligné cette difficulté paradoxale. L'esprit humain, par sa toute-puissance, avait réussi à mettre à jour les lois décrivant les mouvements des planètes, mais devait s'incliner tristement devant les difficultés secondaires de la mécanique terrestre. Alors, assimiler ce milieu à un matériau continu dont le comportement serait décrit par quelques paramètres seulement est le cadre dans lequel s'établit la mécanique des sols. Avec une simplification aussi radicale, c'est un véritable défi auquel s'attaque le géotechnicien quand il recherche comment répondre à ces deux questions qu'il pose ses interlocuteurs. Est-ce que l'ouvrage va tenir et de combien y va-t-il tasser? Aujourd'hui, cela fait plus de 100 ans que Terzaghi a fondé la mécanique des sols. Ces concepts de base ont été largement développés pour donner des lois de comportement toujours mieux adaptées au sol. L'ingénieur a également à sa disposition des moyens de calcul qui rendent possible des modèles très développés. Mais ces modèles demeurent complexes à mettre en œuvre ou encore à exploiter. Il y a donc toujours place dans les bureaux d'études pour des méthodes alternatives, simples et efficaces. L'expérience me révèle que la clé a souvent été de savoir découper simplement la situation étudiée, ou la décomposer en plusieurs domaines, puis de recomposer les solutions établies dans chacun d'eux pour évaluer avec profit le comportement global de l'ouvrage. Je vais donner des exemples de telles démarches et je les ai classés suivant cet ordre et vous voyez déjà que cela couvrira un grand éventail des ouvrages géotechniques. Alors découper, ce n'est pas nouveau, mais un héritage. Charles-Augustin Coulomb a ouvert cette voie par son mémoire de 1773. Et l'année prochaine, nous en célébrerons le 250e anniversaire. Alors, son intuition peut sembler simpliste maintenant, tant la notion de surface de glissement potentiel fait désormais partie de l'univers mental du géotechnicien. À son époque, c'était un point de vue radicalement novateur. Pour vérifier la force portante qu'un poteau peut supporter, Coulomb suppose un plan de séparation en dehors duquel la résistance du matériau est très grande. Il décompose donc le poteau en deux blocs rigides. Deuxième intuition, voir que le bloc supérieur ne peut être en équilibre que si les forces actives qui lui sont appliquées, le poids, peuvent développer des forces coercitives d'une intensité comparable mais de direction opposée. C'est la réaction sur la frontière du bloc. Cette réaction est soumise à des conditions, la fameuse loi de frottement de Coulomb. Pour une orientation donnée du plan de coupe, on obtient la force maximale que le poteau peut supporter. Comme il s'agit simplement de conditions nécessaires d'équilibre, il faut explorer toutes les orientations possibles du plan pour établir la plus petite valeur de cette charge maximale. La démarche peut s'appliquer également à l'effort de poussée exercé par les terres sur un mur de soutènement. Alors Coulomb expose ces applications en considérant des coupures qui sont des plans, mais il évoque aussi le fait que des surfaces courbes pourraient aussi être utilisées pour évaluer la poussée des terres, mais sans les développer plus avant, et en fait il n'y reviendra jamais par la suite. Alors l'héritage par lequel je souhaite introduire mon exposé est double, car les prémices posées par Coulomb trouvent leur accomplissement dans le cadre rigoureux de la théorie du calcul à la rupture, qui a été élaborée par Jean Salençon. Celle-ci permet d'évaluer la charge de rupture d'un système mécanique dans une géométrie donnée, en référence seulement aux capacités de résistance des matériaux qui le constituent. Il établit des bornes inférieures et supérieures des chargements extrêmes par deux approches distinctes, l'approche statique par l'intérieur, l'approche cinématique par l'extérieur. Les applications pratiques qui vont être exposées ici ne constituent qu'une application très restreinte de l'approche cinématique du calcul à la rupture. On ne va considérer que le critère de Moore-Coulomb,
uniquement le mouvement de blocs rigides, et donc ces blocs qui sont en plus limités par des arcs de spirale logarithmiques. Alors si on regarde la tangente à la spirale, elle fait un angle phi avec la perpendiculaire au rayon vecteur. Et si on examine le domaine des contraintes admissibles associées aux critères Mohr-Coulomb sur une facette de cette tangente, on voit que le moment résistant par rapport au pôle est borné par une valeur qui ne dépend que des paramètres C et phi. Il n'est donc pas nécessaire de connaître l'état des contraintes réelles sur la facette, la connaissance de ce majorant suffit. Donc l'approche cinématique, c'est bien un outil de coupe, et par abus de langage, je l'appellerais parfois simplement approche calcul à la rupture. Alors découper pour évaluer poussée ou butée. Le profil limite de pression est obtenu en recherchant la valeur maximale Qmax d'une surcharge triangulaire à appliquer dans un équilibre de poussée, donc la force gravité est motrice, donc c'est à gauche, ou de butée, la force de gravité est résistante, à droite, pour atteindre un coefficient de rupture égal à 1. Les valeurs Qmax peuvent être converties en coefficient de poussée ou butée pour être comparées aux valeurs théoriques, des tables de Kakko et Kerizel. Le tableau montre que le choix des spirales au lieu des droites de Coulomb, donc c'est la dernière ligne, conduit à des valeurs plus proches des valeurs théoriques, surtout en butée. Alors les valeurs théoriques obtenues avec la méthode du calcul à la rupture diffèrent de quelques pourcents seulement des valeurs exactes établies numériquement. Alors ce qu'on observe en plus, c'est que les valeurs du coefficient de poussée sont toujours inférieures à celles des tables, alors que celles du coefficient de butée leur sont toujours supérieures. Donc, ceci est conforme au caractère par l'extérieur de l'approche mise en œuvre, puisque la charge de rupture est toujours évaluée par excès. La même démarche peut être appliquée à une situation sismique traitée en pseudostatique. On rajoute simplement l'effet des forces liées au coefficient sismique. La méthode de Mononobe au KB n'est rien d'autre que la méthode de Coulomb appliquée dans ces conditions. Alors, on peut également appliquer le calcul à la rupture. On voit que la prise en compte d'arcs de spirale au lieu de segments de droite conduit à des poussées bien supérieures. Donc, en fait, ce que l'on constate, c'est que la méthode de Mononobe au KB n'est pas sécuritaire selon le calcul à la rupture. Alors, le calcul à la rupture, il a la capacité de traiter des configurations stratigraphiques complexes. Ici, les profils de poussée limite et butée limite contre un écran en conditions sismiques ont été construits par morceaux en menant le calcul selon des profondeurs croissantes. La situation rencontrée ici ne peut être assimilée à un milieu homogène. Le coin critique de poussée, il est contraint à se développer dans le volume du remblai à l'arrière du mur. Donc la poussée sous séisme est plus faible que celle qui serait calculée en considérant que tout le volume derrière le mur est constitué par ce remblai. Alors la poussée des terres, c'est une manière de remplacer l'équilibre d'un coin. Mais il ne faut pas oublier l'origine de cette simplification. Et en présence d'écoulement, la connaissance de la pression d'eau sur l'écran ne suffit plus pour caractériser l'effet de l'eau sur la poussée totale. Alors, le quai QSH1 à Honfleur est un quai sur queue de type danois avec un rideau frontal. Et il a donné bien des soucis à son gestionnaire depuis 1974. En témoignent les réparations à la Dubout, ce que je présente ici, des liaisons entre les structures béton et les pieux inclinés. Alors, si on regarde le talus surmontant l'écran, il est soumis au marnage, il est découvert à marée basse et immergé à marée haute. Dans le sol peu perméable et déformable rencontré sous le talus, les pressions interstitielles ne peuvent pas suivre les variations imposées par le marnage. Donc, ces conditions transitoires peuvent être décrites en considérant simplement qu'à marée basse, la pression U à l'intérieur du massif a simplement diminué d'une quantité égale à celle du poids qui était à la verticale sur le talus. Donc, avec cette hypothèse, le calcul à la rupture établit un coefficient de poussée à marée basse, 0,84, qui est 60% plus élevé que celui obtenu en considérant une nappe supposée au repos au niveau de la basse mer, 0,51. Donc, aussi longtemps que ce fait n'avait pas été reconnu, les réparations successives ne pouvaient pas mettre fin au désordre. Alors, découper pour interpréter les ruptures. Alors, après Coulomb, je vais rendre ici hommage à Alexandre Collin, ingénieur du milieu du XIXe siècle, qui n'a été sorti d'un oubli immérité que par l'intérêt que lui a porté Skempton plus de 100 ans après.
Jeune ingénieur, Colin fut envoyé sur le chantier du canal de Bourgogne, qui était alors en construction. Alors, en fait, il eut à gérer les conséquences de nombreuses ruptures de talus. Il fit des observations très détaillées sur les désordres, qu'il compléta par d'autres données collectées auprès de ses collègues confrontés à des difficultés semblables. Alors, sur cette base expérimentale, il se forgea une conviction qui était à rebours de l'opinion générale qui prévalait parmi les experts de son époque. Et cette conviction, c'était un, dans les terres argileuses, la surface de glissement n'était pas préexistante, et il les appelait d'ailleurs lignes de rupture ou de glissement spontané. Deuxième constatation, la ligne de séparation n'était pas une droite, mais une courbe. Et en fait, il paraissait que cette courbe pouvait être représentée par un arc de cycloïde ou une courbe de cette famille. Alors Colin, il a eu beaucoup de difficultés à se faire entendre, et même d'ailleurs à faire publier son mémoire. Alors que faire aujourd'hui de ces observations minutieuses? Comment les évaluer à la lumière du calcul à la rupture? Il se trouve que la droite reliant les deux extrémités de la cycloïde, donc la courbe rouge, cette droite représente une pente proche de 3h pour 2v. De manière très précise, c'est 3,14 sur 2v. Donc les figures de rupture s'inscrivent donc dans des talus de pente courante, 3,5. La résistance au cisaillement des sols est décrite, et c'est bien ainsi depuis Coulomb, par une cohésion C et un angle de frottement, et les valeurs courantes de l'angle de frottement sont comprises entre 0 et 30 degrés. Chacune des valeurs phi de l'angle de frottement définit une famille de spirales, et dans chacune d'entre elles, il est possible de trouver la spirale qui s'approche de l'axe de cycloïde reliant le point d'entrée et le point de sortie. Donc j'ai simplement recherché alors quelle devait être la cohésion pour que le bloc délimité par chaque spirale puisse être jugé en équilibre limite. Ceci en supposant un talus soit hors d'eau, soit soumis à un écoulement parallèle à la surface. Alors ce qu'on trouve, c'est des cohésions qui sont voisines de 15 kPa quand l'angle de frottement est nul, ou des valeurs qui sont plus faibles avec des angles de 20 ou 30 degrés. Donc tous ces couples de valeurs C et phi, finalement, ils s'apparaissent assez représentatifs des sols les plus fréquemment rencontrés. Donc finalement, les géométries relevées par Colin s'accordent donc à des valeurs réalistes de la résistance au cisaillement quand elles sont interprétées dans le cadre du calcul à la rupture. Alors, découper pour prévenir les ruptures. Donc là, c'est une belle figure de rupture observée sur le chantier d'une paroi continue au coulis. Donc le caractère tridimensionnel du mécanisme, il est assez évident. Alors si on peut chercher à aborder ce mécanisme, on peut regarder l'équilibre d'un bloc rigide défini par deux plans dans un mouvement de translation qui va se faire parallèlement au plan de la fouille, à l'axe de symétrie. Donc le premier plan, c'est celui que j'ai figuré en bleu, s'appuie sur l'arête en pied de talus et est défini par l'angle alpha. Donc dans l'approche calcul à la rupture, le vecteur vitesse du mouvement de translation du bloc doit être incliné à phi par rapport au plan alpha. Donc le cône, ce qu'on va observer, c'est que le cône de frottement qui est figuré, il est tangent au plan perpendiculaire au vecteur V1. Donc le deuxième plan, il est issu du coin supérieur du talus à droite, et il est défini par le paramètre bêta. Alors ce paramètre bêta ne va pas être choisi au hasard puisque la normale au plan bêta est telle que le cône de frottement associé demeure également tangent au plan perpendiculaire au vecteur V1 de la translation. Il suffit de réfléchir, mais pas constater. Donc, du coup, quand j'ai fait ce choix alpha et bêta, les réactions R1 et R2 qui sont mobilisées, elles ont une projection nulle sur V1. Alors là, vous avez un exemple de toutes les combinaisons des paramètres alpha et bêta. Donc, je constate que je peux générer un grand éventail de blocs qui s'inscrivent entre le coin supérieur du talus, c'est le point bleu, l'arête inférieure et le plan de symétrie de la fouille. Donc, les calculs des efforts moteurs associés à chaque géométrie est immédiat, hein, c'est le poids, la surcharge. Alors, dans cette surcharge, on peut compter la pression de boue appliquée dans le plan vertical à l'avant, hein, si ma paroi est remplie de boue. Donc, il suffit de faire ça sur un tableur. Le calcul d'un majorant des efforts résistants, ça peut aussi se faire de manière assez simple. C'est le produit de la cohésion par l'aire des surfaces bleues-vertes, et tous ces efforts doivent être projetés sur V1. Donc le rapport F entre la projection des efforts résistants et celle des efforts moteurs, une mesure de l'instabilité des blocs.
du bloc. Celle-ci est certaine si F est inférieur à 1. Alors, le modèle, il a été appliqué ici à un talus qui fait 10 mètres, dans un sol qui fait un angle de 35 degrés, une cohésion 5 kPa. La fouille est remplie par de la boue de densité 1,15. Alors, comme on le voit, le coefficient d'instabilité est largement supérieur à 1 si la largeur de la fouille est de largeur limitée, hein, c'est-à-dire à moins de 5 mètres, hein, à demi-largeur en l'occurrence, mais ça tend vers 1 si je dépasse les largeurs de 10 mètres. Donc, le caractère tridimensionnel du problème est donc bien un élément favorable pour la stabilité. Comme on le voit, une petite tranchée tiendra mieux qu'une tranchée élargie. Alors, Piaskovski et Kowalewski ont proposé dès 1965 une approche simple pour évaluer la stabilité des parois verticales des tranchées non étayées remplies de boue. Donc, le bloc étudié est défini par l'intersection d'un plan incliné et d'un cylindre vertical de section parabolique. Kowalewski suppose en outre que la profondeur F du cylindre, que vous voyez sur le dessus, dépend de la largeur grand L, suivant la relation indiquée. Donc, par cette méthode, on va déterminer la résultante P' de la poussée de boue nécessaire à l'équilibre. Alors ici, je vais comparer la poussée résultante sur la demi-face verticale de la tranchée au résultat du calcul avec le bloc limité par 2 plans. Donc, dans ce cas-là, pour le bloc limité par 2 plans, bon, la résultante de pression doit être adaptée à chaque fois, puisqu'il faut faire une intégrale de la pression sur la partie que l'on obtient l'intersection en face avant. Alors, ce qu'on peut constater, hein, c'est que les deux courbes, la courbe bleue et la courbe orange, finalement, elles sont très proches l'une de l'autre, alors que les géométries des blocs que l'on étudie sont quand même assez différentes. C'est ce que l'on peut voir à gauche, hein, les deux colonnes. Donc, la colonne la plus au centre, c'est suivant la géométrie des plans, et la colonne la plus à droite, c'est la géométrie suivant le mécanisme de Kowalewski. Alors, si on regarde en détail, on voit qu'il y a un décrochement du calcul 3D pour des largeurs très faibles, mais ce décrochement s'explique par la géométrie du bloc critique, en fait, puisque la hauteur du bloc critique est plus faible que la hauteur totale de la fouille. Donc, cette première comparaison laisse donc entrevoir de réelles perspectives de développement pour le mécanisme 3D le plus simple, celui défini par 2 plans. Alors, plutôt que de rechercher à définir les limites du bloc par 2 plans, on peut chercher à associer un cylindre d'axe horizontal et un plan, et prendre comme cylindre, comme section du cylindre, la courbe critique qu'on va obtenir dans un calcul 2D. Alors, cette fois, on va considérer, puisque c'est des spirales, un mouvement de rotation. À l'inverse, précédemment, c'était un mouvement de translation que je considérais. Alors, dans le mouvement de rotation, le champ de vitesse dépend de la distance à l'axe de rotation. C'est les vecteurs vitesse V, ils sont plus grands lorsque je m'éloigne du centre de rotation. Alors, dans le cas général où le sol est frottant, en fait, l'angle phi non nul, il n'existe aucun plan vertical pour lequel on pourra établir un majorant fini de la résistance au cisaillement pour le champ de vitesse V. C'est-à-dire que je cherche tous les plans verts et je ne vais jamais trouver cette condition. Par contre, si l'angle de frottement est nul, cas d'un sol purement cohérent, alors à ce moment-là, dans le plan vertical perpendiculaire à l'axe du cylindre, il est facile d'établir un majorant de la résistance au cisaillement dans le champ de vitesse V, puisque finalement, ça va être simplement produit de la cohésion par la surface de cette coupe. Alors, le modèle obtenu est appliqué ici au même cas que précédemment, où j'avais étudié avec 2 plans. Donc là, c'est un cylindre avec 2 faces latérales. Les coefficients d'instabilité sont comparés et on voit qu'ils sont remarquablement proches, bien que les blocs critiques obtenus pour une largeur donnée de la fouille soient très différents. Donc ici, vous avez le cylindre au centre, là, plus les plans, et à droite, vous avez l'intersection les 2 plans qui définissent le bloc. Alors, découper, clouer, donc là, il s'agit d'appliquer à des clous, des inclusions, des pieux. Alors, que faire de ces éléments résistants qu'on a découpé le bloc? Le plus souvent, on suppose que les renforts ne travaillent qu'en traction ou en compression. Donc, on va d'abord évaluer la contribution maximale de la partie de clous ancrée dans le bloc, contribution maximale en traction, en compression. On va faire pareil pour la partie de clous ancrée dans le massif.
traction, compression, et on va prendre le minimum des deux efforts pour définir quel est l'effort maximal en traction ou en compression. Et puis, la géométrie permet de choisir ensuite si la contribution maximale de chaque élément est la valeur établie en traction ou en compression. Cette contribution entre bien dans la catégorie des forces coercitives, comme Coulomb les avait désignées. Le coefficient d'instabilité devient le rapport entre le majorant du moment résistant et le moment des actions extérieures. Alors, prenons le cas de ce remblai sur une couche argileuse peu résistante. Le coefficient est seulement 1,3. Avec des inclusions rigides sous le remblai, environ 50% du poids est transféré sur chaque tête d'inclusion. Donc, le calcul à la rupture établit une valeur du coefficient d'instabilité qui est supérieure de 40% au cas sans inclusion. Alors, la discrimination est faite automatiquement par le calcul à la rupture et elle conduit à un effort de... Donc, elle aboutit à montrer que c'est un effort de compression qu'il faut prendre en compte dans les fils 3 et 4, mais c'est un effort de traction pour les fils 1 et 2. Alors, on peut aussi remarquer ici, mais ça, la surface critique associe un arc de spirale dans le remblai qui est frottant et un arc de cercle dans le matériau compressible en bleu, puisqu'il est supposé sans purement cohérent. Découper, clouer, mais alors qu'est-ce qu'on fait des efforts au parement? Alors, pendant plus de 30 ans, c'est-à-dire depuis les recommandations Cloutaire 1991, les efforts au parement ont été évalués à partir des tractions maximales mobilisées à rupture sur la partie externe. Donc l'effort effectivement pris en compte dépendant ensuite de l'espacement entre les fils de clous, comme le montrent les relations à droite. Alors cela conduisait au paradoxe que si j'allongeais les clous, finalement j'augmentais les efforts dans le parement. Alors depuis octobre 2020, et la dernière révision de la norme 94-270, ce que l'on fait, c'est qu'on va décomposer le massif derrière le parement pour faire apparaître l'effort T0 en tête du clou. Donc l'effort Tmax, il dépend bien évidemment de T0, il dépend du frottement qui peut être mobilisé entre le parement et le point d'intersection. Donc c'est sur la longueur L moins LU ou sur la longueur LU extérieure. Donc on peut de cette manière rechercher la valeur maximale T0 nécessaire à l'équilibre du bloc. Alors néanmoins, le calcul du parement sera toujours mené en référence à la valeur Tmax et pas à cette valeur T0. Alors l'argument, bon, il n'apparaît pas dans les calculs Talleyrand, il apparaît des calculs d'éléments finis qui ont montré que le sol subit le même déplacement que le parement. Donc du fait il en résulte que le déplacement relatif du bloc par rapport au clou est faible, voire nul, donc la traction du clou demeure donc égale à Tmax sur tout le segment à l'intérieur du bloc, par contraste avec l'hypothèse de calcul. Donc la réalité physique, c'est bien le schéma de droite. Là, à gauche, c'est le schéma de calcul, et donc qui amène à dire on va calculer T0 de cette manière, mais on va quand même garder Tmax pour calculer les efforts au parement. Alors du coup, comment on établit cette valeur T0? Alors on va la faire en faisant soit une hypothèse, soit on va supposer qu'il y a une redistribution des efforts durant le terrassement, de telle sorte qu'à une phase donnée, la valeur T0 est la même en tête de toutes les fils déjà installées. Donc c'est cette valeur T0 qui doit assurer pour chaque étape la stabilité de la phase correspondante. Soit, deuxième hypothèse, aucune redistribution. Donc l'effort T0 est individualisé par fil avec la valeur obtenue juste après l'installation, qui assurait la stabilité de la phase de terrassement concernée. Donc, T01 pour la première phase. Ensuite, on la demeure fixée et on va chercher T02 dans le lit du dessous. Alors la première hypothèse, elle trouve sa justification, le fait que redistribue. En fait, dans les observations des parois des fouilles butonnées, où on observe cette redistribution qui a été montrée par Terzaghi et Peck. Alors, décomposer, recomposer pour mieux évaluer la stabilité d'un ouvrage. Alors, les limites d'un calcul considérant un bloc rigide apparaissent aisément pour le cas de ce massif de sol cloué. On peut rechercher la surface la plus critique débouchant au pied du talus, ou en avance qui semble plus défavorable, mais l'ingénieur doit s'interroger sur la pertinence de l'équilibre ainsi vérifié, puisqu'une fraction importante de la résistance opposée à la rotation du bloc provient de sa partie aval,
Et il est supposé que ces efforts résistants peuvent être mobilisés pour assurer l'équilibre de la partie amont. Donc l'hypothèse de rigidité du bloc est donc très discutable au regard de la résistance au cisaillement nécessairement limitée du sol dont est constitué le bloc. C'est bien pour remédier à ce travers qu'une méthode alternative a été proposée lors de la révision de la norme clouage intervenue en 2009. La partie aval du massif est simplement remplacée par un profil de butée limite sous le fond de fouille. Et on recherche ensuite les conditions d'équilibre de la partie amont du massif. Donc c'est une décomposition de l'équilibre en deux domaines accolés dont il s'agit. Alors vous observez que le facteur d'instabilité il est inférieur à celui estimé avec un seul bloc, maintenant descendu à de l'ordre de 1,5. On peut aller plus loin dans la décomposition en remplaçant tout le massif à l'arrière des clous par le profil de poussée minimale et en ne recherchant plus que les conditions d'équilibre dans le merlon central. Donc là, c'est une décomposition en 3 domaines. Alors vous noterez que dans ce cas, la spirale la plus critique a son pôle situé au-dessous d'elle, donc la concavité vers le bas. Alors effectivement, le balayage de toutes les spirales dont le pôle est au-dessus d'elle aboutit à des coefficients d'instabilité supérieurs, et donc on remarque que la continuité entre les deux familles de spirales est assurée par le segment de droite qui relie le point d'entrée et le point de sortie, qui est commun aux deux familles. Finalement, la décomposition en 3 domaines a conduit à un niveau de sécurité F égale 1,4, qui était bien inférieur au 1,7 obtenu sans aucune décomposition. Le même cas avait été traité à l'époque par un modèle aux éléments finis. Celui-ci permettait également d'approcher la sécurité de l'ouvrage en opérant une réduction des caractéristiques C et Φ. Note la bonne similitude des mécanismes critiques obtenus par l'une ou l'autre approche. Alors, la décomposition en 3 domaines permet de saisir l'influence d'une saturation du massif de sol sous la base de l'ouvrage, et on la saisit bien mieux que ne permettrait un calcul sans décomposition. Alors, la stabilité interne d'un massif ancré par un ou plusieurs tirants est aussi un sujet qu'il faut regarder avec attention. Une vérification de la stabilité au grand glissement est-elle suffisante pour être assurée de la sécurité de l'ouvrage? Donc ici, on a un exemple théorique, on a un coefficient 1,58 au grand glissement, donc ça peut sembler confortable. Et pourtant, en transposant la démarche par décomposition exposée pour les ouvrages cloués, on voit qu'il n'en est rien, puisque le coefficient de sécurité obtenu de cette manière, il est voisin de 0,9. Un modèle aux éléments finis pour la même situation confirmait l'insuffisance de stabilité avec des valeurs inacceptables de déplacement en tête du tirant. Donc cette décomposition en 3 domaines, finalement, c'est la méthode de vérification qui avait été décrite par Krantz en 1953 pour les massifs ancrés. Alors pour ce soutènement ancré en paroi moulée avec 2 niveaux de tirant, la vérification de type Krantz n'avait été faite ni lors de la mission G2 Pro, ni lors de la mission G3. La photo, c'est une vue de la fouille après mise en place des mesures confortatives par butonnage qui durent être mises en œuvre après que les déplacements en cours de terrassement aient largement dépassé les seuils d'alerte. On peut imaginer combien avoir à terrasser entre tous ces butons ne réjouissait pas particulièrement l'entreprise. Décomposer, recomposer pour approcher une charge limite de rupture. Certains d'entre vous ont pu garder mémoire du mécanisme de Prandtl qui établit le rapport limite entre 2 surcharges appliquées à la surface d'un massif frottant non pesant semi-infini. La valeur NQ, dans ce cas-là, c'est une valeur exacte. Alors, il est intéressant d'examiner une décomposition du problème en 2 domaines accolés. Dans chaque domaine, le rapport entre la surcharge en surface et celle sur la frontière verticale est donné par la valeur du coefficient de transmission des surcharges. Donc à gauche, c'est le coefficient KAQ pour un état de poussée, dans le domaine 1 à gauche, et à droite, c'est le coefficient KPQ pour un état de butée. Le rapport entre les 2 coefficients KPQ et KAQ, finalement, c'est l'équivalent de NQ, et ce que je constate, c'est que ce rapport est identique à la solution théorique exacte. Alors, ceci m'a incité à décomposer d'une manière comparable l'équilibre sous une semelle placée à la surface d'un massif purement cohérent. Donc, la recomposition des 2 équilibres limites établit à une valeur du coefficient de portance 5,26.
Comme on le voit, cette valeur approchée s'inscrit entre la valeur théorique exacte, 5,14, et celle qui est obtenue en considérant qu'un seul bloc, c'est-à-dire un cercle, qui donne 5,5. L'ingénieur peut se satisfaire du degré d'approximation obtenu ainsi entre 5,14 et 5,26. Alors, moyennant sur cette base, l'ingénieur n'hésite pas dès lors à étendre la démarche à des situations plus complexes. Ici, c'est le cas d'une semelle sous chargement centré et incliné. Vous pouvez observer que les spirales critiques ont leur concavité vers le bas dans le domaine situé sous la semelle. Alors, le domaine de stabilité de la semelle peut être construit en recherchant pour une valeur V donnée la valeur maximale H conduisant à un coefficient F égale 1, donc ici toujours pour une charge centrée. Ce qu'on observe, c'est que sur le domaine de stabilité, la tangente initiale au domaine finalement représente les situations où c'est le glissement à la base de la semelle qui est critique. Alors tous ces calculs sont des calculs 2D, c'est-à-dire qu'en fait la semelle, on l'assimile quand même à une semelle filante. Alors la géométrie du domaine de stabilité s'accorde assez bien avec celle qu'il est possible de construire selon les indications de l'Eurocode 7. Il n'y a rien de surprenant à cela. L'intérêt, c'est de pouvoir appliquer la méthode à des situations sismiques traitées par une approche pseudo-statique. Il suffit d'ajouter les efforts moteurs complémentaires liés aux composantes verticales et horizontales de l'accélération. Donc la capacité portante de la semelle, et on le voit, nettement réduite sous situation sismique. Et là encore, on observe une concordance satisfaisante avec la géométrie obtenue par application des règles de l'Eurocode 8. Alors, l'intérêt des comparaisons pour des situations de massif est supposé homogène, c'est de donner crédit à la démarche avant de l'appliquer à des situations plus contrastées. Ici, la stabilité d'une semelle sur inclusion rigide. Donc, la décomposition permet d'associer le domaine renforcé sous la semelle avec celui non renforcé à l'extérieur de la semelle. Elle établit la relation entre les valeurs limites Q et delta, conduisant à une instabilité. Donc ici, en situation statique, l'apport bénéfique des inclusions se traduit par une augmentation d'un facteur supérieur à 2 de l'effort résistant par rapport au canon renforcé. Le canon renforcé, c'est la courbe verte. Et en situation sismique, avec également un gain important par rapport au cas non renforcé. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que quand l'inclinaison augmente, suivant l'abscisse, on voit que le gain diminue nettement. Donc, l'apport bénéfique diminue avec l'inclinaison de la charge. Alors, on voit également sur les deux graphiques que les résultats obtenus s'accordent avec ceux de modèles numériques, les calculs Plaxis. Ce sont les courbes bleues qui s'approchent bien de cette courbe obtenue par décomposition. Les écarts sont de l'ordre de 15%. Alors, néanmoins, l'expérience a montré que la méthode devenait difficile à appliquer dès que la semelle décollait. Alors, je viens à la deuxième partie de mon exposé, décomposer massif et fondation sous sollicitation de service. Et après les références à Coulomb, il va être beaucoup fait appel à l'élasticité au travail de Boussinesq. Alors, pour une semelle isolée soumise en service à une charge verticale centrée, charge et tassement peuvent être considérés proportionnels. Le coefficient de proportionnalité dépend de la géométrie de la semelle, mais aussi des propriétés du massif de sol. Alors, ce massif peut être caractérisé soit en référence à la théorie de l'élasticité, donc on va utiliser les paramètres qui sont le module élastique et le coefficient de Poisson nu. Mais on peut aussi faire référence à la méthode semi-empirique qui exploite les résultats des essais pressiométriques Ménard. On utilisera alors le module pressiométrique EM et le coefficient rhéologique alpha. Donc l'ingénieur, il fait indifféremment appel à l'une ou l'autre approche, sinon même les deux, à seule fin de conforter son jugement par deux approches distinctes. Alors, il distinguera néanmoins le cas d'une semelle souple et d'une semelle rigide. Alors, l'image de la semelle de la fondation souple, c'est celle de la feuille de papier. Les charges appliquées en sous-face de la semelle sont égales en tout point aux charges appliquées en surface. La fondation rigide, elle, a un tassement uniforme. Donc, les réactions en sous-face ne sont pas uniformes. Elles sont très élevées sous les bords, beaucoup plus faibles au centre. Alors, pour une fondation étendue, il est nécessaire de décomposer son emprise totale en surface élémentaire.
chacune recevant une fraction des efforts appliqués, donc on sait les définir par des valeurs d'efforts ponctuels ou de répartis, ils sont tous connus. Donc ces éléments vont former un maillage sur l'emprise de la fondation. La réaction du sol sous chaque élément est supposée se distribuer selon un type spécifié, donc ça peut être une distribution constante sous tout l'élément, ou par secteur, ou une distribution linéaire continue entre les différentes valeurs imposées. La réaction du sol sous un élément entraîne nécessairement un tassement à tous les autres points du maillage. Donc là, la relation entre ces deux quantités est linéaire. Donc l'élasticité permet d'expliciter cette relation dans le cas d'un massif élastique homogène semi-infini. Alors une solution déjà ancienne est celle décrite par Terzaghi, qui l'attribue à Steinbrenner. Lorsqu'on l'applique à des surfaces rectangulaires, elle établit le tassement du massif entre deux points d'une même verticale. Alors, notre collègue Cyril Borelli a établi des expressions analogues pour des surfaces triangulaires. Alors, en supposant que la distribution des contraintes est peu modifiée par les contrastes de rigidité entre les couches, ceci permet d'établir le tassement cumulé sur une verticale où une succession de couches de modules est connue. Et l'expérience montre que cette hypothèse demeure acceptable pour la majorité des situations de service. Alors, bien sûr, là, il y a une exception, c'est la couche raide qui surmonte une couche plus déformée. Alors, la relation linéaire entre réaction du sol et tassement au nœud du maillage peut être représentée par une matrice de coefficients d'influence. Et en combinant cette matrice à un modèle en éléments finis de la plaque, on obtient un système d'équations linéaires entre effort extérieur et tassement. Les résultats du calcul, c'est la déflexion et les efforts internes de la plaque, les réactions du sol en sous-face de la plaque, ainsi que le tassement. Donc, si on a le déformé de la plaque et le tassement, on peut vérifier si la plaque décolle ou non. Alors, en rapprochant réaction et tassement du sol, on évalue une valeur locale du coefficient de réaction, et cette carte de coefficient de réaction peut être transmise au bureau d'études structure comme une distribution de ressorts équivalents à utiliser, soit pour obtenir dans son modèle structure, soit des flèches comparables au modèle géotechnique complet, soit des efforts internes comparables. Le grand avantage de cette décomposition, c'est que seule la plaque a été maillée. Et ce faisant, on peut lui donner une géométrie des caractéristiques assez large, quelconque. Le massif de sol, pour sa part, est décrit uniquement par la matrice des coefficients d'influence qui sont tous calculés par des fonctions analytiques continues. On échappe ainsi à la nécessité d'étendre le maillage d'éléments finis à tout massif de sol, ce qui rend souvent peu accessible une solution pratique et fiable du problème 3D rencontré. Donc la démarche exposée, c'est celle du logiciel TASPLAC développé depuis 2001. Elle offre une réponse élégante au problème d'interaction sol-structure que posent des fondations étendues. Alors, il n'en était pas ainsi il y a 50 ans. Le bureau d'études structure, il établissait une descente de charge. Celle-ci était transmise au bureau d'études géotechniques qui, sur la base des tassements qu'il pouvait en déduire, établissait une nouvelle distribution d'appui élastique qu'il renvoyait au bureau d'études structure. Alors, en 1979, une centrale nucléaire devait être construite au sud de l'Iran. Donc le radier était quand même assez important, à 100 mètres sur 150 mètres. La centrale, c'était un double radier, et les deux radiers étaient séparés par des appuis antisismiques. Donc pour faire, on s'efforça d'accommoder la descente de charge aux déformations de la structure par des itérations. Mais à cette époque, la seule manière de communiquer les résultats, c'était par téléx. C'était la manière la plus efficace. Alors, fort heureusement, la convergence fut atteinte en un seul aller-retour. Donc la conclusion était que le radier était parfaitement souple. Les travaux furent stoppés puisque en 1979, le chat a été renversé, le chat d'Iran. On peut mesurer le chemin parcouru depuis avec cet exemple de la tour Majunga construite entre 2011 et 2014 à La Défense. Donc, la fondation de la tour, elle est au fond d'une excavation qui, bien évidemment, devra être prise en compte dans le bilan des charges appliquées au massif de sol. Le radier a une épaisseur de 4 mètres, mais c'est une épaisseur fictive bien plus importante qui a été modélisée en partie centrale, puisqu'en effet, le noyau de la tour contribue à raidir le radier dans cette zone. Donc, c'est ce qui a été fait pour les modèles présentés. Alors, les raideurs
communiqués au bureau d'études structure ont été ajustés pour aboutir dans le calcul structure sur ressort, hein, c'est un modèle ANSYS, à des flèches et des moments comparables à ceux du modèle tasse-plaque. Sachant que dans le modèle tasse-plaque, on prend en compte l'influence des terres excavées, alors que elles ne sont pas intégrées dans le calcul structure. Or, quelques itérations ont été nécessaires pour atteindre une convergence entre les deux modèles et puis obtenir cette carte schématique des coefficients de raideur par zone qui était figurée ici. Alors, un certain nombre de développements ont été apportés à l'outil tasse-plaque pour en améliorer l'efficacité. On a affiné, enfin étendu la capacité du maillage, qui permet de suivre quand même assez bien les détails des différents radiers. On peut introduire la stratigraphie par partir de sondages, et puis surtout, le point essentiel, on a introduit la solution du multicouche élastique, hein, qui est due à Burmester, donc qui va surmonter les difficultés rencontrées lorsqu'on a des contrastes, lorsqu'on a une couche raide qui surmonte des couches plus déformables. Et puis, autre développement notable, c'est qu'on a introduit les lois de dégradation du module calées sur les modules pressiométriques, sur les paramètres pressiométriques, et tout ça à la lumière des résultats du projet national ARSCOP. Donc, la représentativité de ces lois a pu être établie en comparant notamment les tassements mesurés sur plusieurs centrales nucléaires aux résultats de calcul où ces lois de dégradation avaient été introduites. Donc, comme on le voit, les lois de dégradation conduisent à des tassements calculés plus proches des mesures, hein, donc c'est les symboles jaunes qui s'approchent de la courbe rouge. Les autres symboles, ben, finalement, c'est un calcul qui serait fait suivant les errements malheureux et aussi que l'on voit encore trop souvent, qui consiste à faire un calcul en adoptant simplement E égale EM sur alpha. Alors, comment décomposer un massif un élément de fondation profonde sous chargement axial? Donc, l'usage des lois tau-z pour décrire la mobilisation du frottement le long d'un pieu est largement établi. Ce qui m'importe, c'est de souligner que, comme pour les fondations superficielles, on peut développer ces lois soit dans le cadre élastique, soit dans le cadre semi-empirique, exploitant les résultats des essais pressiométriques. Ce qu'il faut observer aussi, c'est que les deux approches conduisent, en intégrant le frottement sur le périmètre de la fondation, à une relation linéaire entre l'effort de frottement QT mobilisé par mètre linéaire de l'élément et le tassement du pieu. Donc, ce que l'on voit, c'est que dans cette relation, le rôle du diamètre est devenu marginal. Donc, la loi élastique demeure applicable même si les déformations deviennent faibles. Donc, la loi peut donc être étendue, conditions sismiques, sous réserve que le module E soit adapté au niveau très faible des déformations associées. Alors, décomposer un réseau, hein, le modèle biphasique simplifié, donc, il va s'appliquer de manière privilégiée au réseau d'inclusion rigide. Donc, ici, c'est un exemple de remblai sur inclusion rigide. Alors, pour la maille courante du réseau, et par raison de symétrie, aucun effort ne transite hors du volume associé, puisque le cisaillement est partout nul en la périphérie de ce volume élémentaire. Donc, la décomposition va être faite entre le domaine sol et le domaine pieu. Chaque domaine est considéré pouvoir être représenté par un comportement élastique, avec comme paramètre clé le tassement moyen à toute profondeur. Donc, l'interaction entre les deux domaines s'exprime par la relation entre le cisaillement tau à la frontière commune et le tassement différentiel entre les deux domaines Y sol moins Y pieu. Donc, cette loi généralise les relations proposées par Franck et Zhao pour décrire la mobilisation du frottement en périphérie d'une fondation profonde. Alors, le modèle, il va être étendu verticalement jusqu'à la surface de l'ouvrage en intégrant les volumes correspondants du matelas et ou du remblai à chacun des deux domaines, pieu ou sol. Le système d'équations exprimant l'équilibre dans chaque domaine peut être résolu connaissant les conditions limites en surface. C'est soit des conditions de charge, et on va définir la charge en surface du domaine sol ou la charge en surface du domaine pieu, mais ça peut aussi être une condition de déplacement imposée en surface, c'est-à-dire on va imposer l'égalité des déplacements du domaine sol et du domaine pieu en tête. Donc, la solution donne les profils de tassement dans chaque domaine avec les efforts axiaux et les cisaillements associés. Donc, tout ceci décrit comment s'opère le report des charges entre le sol et les inclusions à toute profondeur. Le projet national Aziri
a donné l'occasion d'évaluer ce modèle à l'occasion de plusieurs exercices de prévision à l'aveugle, ces fameux benchmarks toujours fructueux à qui s'y emploie. Ici, vous avez une coupe des remblais expérimentaux édifiés à Shell. Et les résultats qui avaient été transmis avant toute publicité des mesures, donc là, c'est les résultats du plot 3R, c'est un remblai où le matelas était renforcé par une nappe géotextile. Les mesures sont les carrés pleins et les prévisions, les cercles de même couleur. L'accord se révélait encourageant en ce qui concerne l'effort appliqué en tête d'inclusion et le tassement différentiel au même niveau. Également pour la contrainte appliquée entre les inclusions et le tassement du sol. Alors, à ce stade, on peut rappeler que les mesures comme les calculs réunis à l'occasion du PN-Azeri ont souligné le caractère relativement uniforme du tassement entre les inclusions. Donc l'hypothèse du modèle biphasique simplifié qui consiste à dire le tassement, on prend comme paramètre le tassement moyen de chaque domaine, finalement cette hypothèse s'est révélée légitimée a posteriori. Alors décomposer un réseau fini, le modèle biphasique étendu. Cette fois, le modèle biphasique étendu s'applique à un groupe limité d'éléments de fondation ou de renforcement. L'hypothèse du tassement uniforme dans le domaine sol, on la conserve, mais il demeure à définir la loi d'interaction entre le sol intérieur et le sol extérieur, ces deux domaines sont en interaction, ce qui veut dire qu'une fraction des charges appliquées à la fondation peut être diffusée dans le massif de sol extérieur par mobilisation du frottement sur la frontière entre ces deux domaines. Alors, je vais ouvrir une parenthèse pour revenir au cas de la semelle rigide isolée sous chargement axial centré. Donc, il est clair ici que c'est la charge totale qui importe plus que la distribution sur la surface d'appui. Donc, l'idée, c'est de tester une autre décomposition, celle entre le prisme de sol inscrit sous la semelle et le massif extérieur. Donc, le prisme de sol, il va être assimilé à un pieu fictif équivalent, dont le module sera celui du sol. Le frottement à la périphérie de ce pieu peut être modélisé soit dans le cadre de l'élasticité, hein, comme je le souligne ici, soit en référence aux lois semi-empiriques pressiométriques. Alors, les deux approches ont été appliquées à cette semelle 3 mètres par 3 mètres recevant une charge 1800 kN. Donc, à gauche, vous avez les tassements tels qu'ils peuvent être calculés directement pour la semelle, et à droite, les tassements qui sont calculés en regardant le modèle du pieu fictif équivalent. Donc, ce que l'on constate, c'est qu'il y a bon accord entre les valeurs de tassement obtenues. Donc, de cette manière, ce qu'on voit, on conclut que le module sol, E-sol du pieu fictif et les valeurs KT de mobilisation de l'effort par mètre linéaire de frottement suffisent donc à décrire d'une manière acceptable la diffusion des charges à l'extérieur du prisme de sol inscrit sous la semelle. Donc, il va être légitime d'étendre l'application des valeurs KT à la périphérie du prisme vertical de sol, comme celui qui sépare les sols intérieurs et extérieurs du modèle biphasique étendu. Alors, c'est un exemple d'application, c'est une fondation mixte adoptée pour l'extension du bâtiment que l'on voit ici. Alors, on dispose d'une campagne géotechnique particulièrement complète et détaillée. Alors, malheureusement, ce n'est pas celle qui était à disposition des concepteurs en 2001, mais celle jugée indispensable 15 ans après dans le cadre d'une expertise judiciaire. Alors, on relève la forte épaisseur des dépôts lacustres argileux de consistance moyenne. Leur propriété s'améliore avec la profondeur et le substratum, il est rencontré à environ 50 mètres de profondeur. La fondation mixte qui a été mise en œuvre associée à un radier d'épaisseur 0,60 m et des pieux de longueur 25 mètres. Les pieux, ils n'atteignaient pas le substratum. Alors, le calcul, il est conduit selon les principes du modèle biphasique étendu. L'ensemble pieux plus sol entre ces pieux est assimilé à un pieu fictif équivalent. Donc, un premier calcul suppose que la base du pieu équivalent est fixe. Le tassement calculé en tête permet d'évaluer le module de ce pieu équivalent sous chargement appliqué, ici 24 MPa. Alors, pour mémoire, si je ne prenais pas en compte le glissement entre les pieux et le sol entre, en fait, pour calculer le module équivalent, je ferais comme pour des colonnes ballastées. Et à ce moment-là, la pondération entre le module du sol et le module du béton, ça me donnerait 360 MPa. Alors, second calcul détermine la relation charge-tassement du massif situé sous la base des pieux.
Et puis, dernière étape, je calcule le pieu fictif avec la raideur qui a été évaluée sous la pointe et en mobilisant le frottement avec le massif de sol extérieur. Donc, ces 3 étapes, c'est celle de la méthode MV3 décrite dans les recommandations ASIRI. Donc, le modèle biphasique ou la méthode MV3, finalement, ont vocation à s'appliquer à un domaine bien plus large que celui des inclusions rigides. Alors, l'intérêt de l'expertise, qui a été faite bien longtemps après la construction, c'est de pouvoir disposer aussi de la chronique complète des tassements sur presque 10 ans. Alors, le tassement calculé est finalement du même ordre de grandeur que celui en voie de stabilisation. Les écarts observés alors amèneraient logiquement à différencier les caractéristiques à proximité du bâtiment ancien, puisque vous voyez que le repère rouge, c'est le repère qui est placé le plus près du bâtiment existant. Le bâtiment existant, c'est celui que l'on voit au fond. Donc celui-là, vraisemblablement, le sol pouvait être un peu mieux consolidé, parce qu'il a subi une influence d'une charge, alors que les repères bleus et verts, je suis plus éloigné, donc il y avait une différence de consolidation. Mais alors, comme on le voit, si j'avais gardé le module équivalent en ignorant le frottement sol-pieu, j'aurais obtenu un tassement bien plus faible que ce qui a été constaté. Un autre exemple, c'est la tour Trinity à proximité immédiate du CNIT. La tour qui fait R+30 est implantée sur la dalle au-dessus des voies de circulation et ces voies devaient demeurer en service pendant les travaux. Donc, du fait des emprises de chantier très limitées, c'est un système de fondation par micropieux qui a été retenu pour fonder les 4 fils de pieds droits longitudinaux qui supportent la dalle de couverture et la tour. Les micropieux sont scellés dans les marnes et caillasses. Ils sont disposés selon un motif régulier sur 3 fils avec des espacements compris entre 0,70 m et 1,10 m. Donc, une méthode d'homogénéisation a été retenue. Elle a consisté à étudier en préalable avec un modèle Plaxis 3D adapté le comportement d'un motif élémentaire supposé se répéter un grand nombre de fois soumis à une charge uniforme. Le tassement calculé a permis de définir le module équivalent du motif périodique et c'est cette valeur qui a été appliquée par la suite au volume sol plus micropieux de chacune des fils. Donc, ceci a permis de construire un modèle 3D spécifique couvrant l'emprise de l'ouvrage et une large périphérie autour, de manière à pouvoir aussi étudier toutes les interactions avec les ouvrages existants, et notamment le CNIT. L'homogénéisation a permis de construire un modèle général suffisamment simple pour qu'il soit efficace et utile. Et à l'époque, et je pense qu'encore aujourd'hui, il aurait été impossible de construire un modèle 3D détaillé sur la même emprise totale dans lequel chaque micropieux aurait été modélisé d'une manière individuelle. Au total, 13 massifs homogénéisés ont été individualisés pour représenter les fondations des pieds droits de l'ouvrage. L'interaction entre ces massifs est représentée par une matrice de souplesse. Celle-ci exprime la proportionnalité entre la charge appliquée sur un massif et le tassement moyen qu'elle induit au droit d'un autre massif. Donc ici, le tassement induit au droit du massif 11 par une charge qui serait appliquée sur le massif 8, uniquement sur ce massif. Donc l'intérêt de la matrice de souplesse est d'être indépendante des caractéristiques de la structure supportée par les massifs qu'elle représente. Donc, le géotechnicien établit la matrice de souplesse et la transmet au bureau d'études structure. Les itérations entre les modèles géotechniques et structurels ne sont plus strictement nécessaires et seul, il y a juste un calcul final au terme du processus qui va servir à faire les justifications géotechniques réglementaires. Alors, fin 2020, le gros œuvre était fini, les façades terminées, les aménagements intérieurs en cours. Donc, on pouvait considérer que le poids propre était appliqué, mais pas encore les charges d'exploitation. Les tassements mesurés sur 3 points topo, sur les voiles au-dessus des micropieux, rentrent assez bien dans la fourchette des tassements calculés, celle-ci ayant été exprimée avec une borne inférieure et une borne supérieure. Décomposer un réseau fini, alors le modèle biphasique étendu, mais cette fois sur chargement transversal. Donc, encore une fois, les lois décrivant la réaction transversale du sol peuvent être développées soit dans le cadre de l'élasticité, soit dans le cadre semi-empirique, exploitant les caractéristiques pressiométriques. La décomposition du modèle biphasique étendu demeure applicable sous réserve de lui associer les lois d'interaction appropriées. Alors, le seul point important,
c'est que du fait des élancements réduits des différentes pièces de la décomposition, on ne peut plus négliger les formations d'efforts tranchants. Donc le prisme de sol est caractérisé à la fois par son produit EI équivalent, mais aussi par le facteur GS équivalent. Donc G, c'est le module de cisaillement, et S, la surface réduite d'efforts tranchants. Alors, une évaluation du modèle a pu être réalisée dans le cadre du PN Aziri en référence à des calculs FLAC 3D conduits à l'INSA Lyon. La semelle reposait sur 4 inclusions par l'intermédiaire d'un matelas de répartition. Une charge verticale était d'abord appliquée à la semelle. On compare ici la distribution des efforts axiaux dans les inclusions selon le calcul FLAC, c'est le graphique du centre, et selon le modèle biphasique. Donc l'accord apparaît satisfaisant, tant pour l'effort en tête d'inclusion que les valeurs maximales atteintes au niveau intermédiaire. Et à droite, la comparaison, c'est entre le tassement obtenu par FLAC dans l'axe de la semelle et les tassements du domaine pieux et du domaine sol, obtenus par la méthode simplifiée. Alors ici, les étapes du modèle biphasique étendu pour le cas du chargement transversal et la comparaison au calcul FLAC 3D pour les déplacements, les efforts tranchants, les inclusions. Alors un point inattendu qui est ressorti de cette comparaison, c'est que l'effort transversal en tête d'inclusion dans le modèle biphasique, il devait être supposé nul plutôt que égal à n tangente phi, puisqu'on a bien un effort qui arrivait, mais néanmoins il n'y avait pas d'effort latéral associé. Et en effet, cela donnait le meilleur accord avec les résultats FLAC. Alors ce résultat qui a surpris était pourtant logique, puisqu'une grande part de la résistance au cisaillement du matelas a déjà été mobilisée par la charge verticale appliquée au départ. Donc on ne peut plus développer un frottement sur la tête d'inclusion qui aurait conduit justement à un effort transversal en tête non nul. Alors le modèle biphasique étendu fait actuellement l'objet d'évaluations complémentaires dans le cadre du projet national Aziri+, qui a démarré en 2019. Donc il y a eu un site expérimental qui a été trouvé à Dourges, sur lequel 3 semelles sur inclusion rigide ont pu être testées sous des conditions variées de chargement V, H et M. Alors, ces essais ont également servi de base à plusieurs exercices de prévision, des benchmarks, qui sont en cours d'exploitation. D'autres essais sur modèles de semelles sont programmés dans la centrifugeuse de l'université Gustave Eiffel à Nantes. Alors, j'ai souligné à plusieurs reprises que les modèles s'appliquaient également aux conditions sismiques, sous réserve d'un choix de module E adapté au faible niveau de déformation. Donc, le recours au modèle biphasique étendu pour évaluer les sollicitations d'origine inertielle sera également évalué dans un volet spécifique dédié aux sollicitations sismiques et dynamiques. Cela sera fait à la fois par comparaison à des modélisations numériques détaillées, mais également, il faut le souligner, en exploitant des essais faits en centrifugeuse avec le générateur de séisme embarqué. Des essais faits au titre d'une action ANR menée en parallèle au PN Aziri+. Donc on aura des données sous séisme, ce qui est quand même assez exceptionnel. Tout ceci permet d'espérer pouvoir bien délimiter pour le praticien les domaines d'application propres à ces modèles simples. Alors, en guise de conclusion, quelques convictions. Décomposer, recomposer, c'est pour l'ingénieur pouvoir s'approprier le problème, le réduire à des situations qu'il peut mieux appréhender au plan physique, pouvoir évaluer le comportement de l'ouvrage à l'aune des 2 questions fondamentales qui lui sont posées. Est-ce que l'ouvrage va tenir? De combien va-t-il tasser? Pouvoir se forger une conviction indépendamment de l'exploitation des modèles détaillés qu'il a aussi à sa disposition. Éventuellement être en mesure d'accompagner les développements des techniques de fondation de renforcement des sols, et puis lui permettre de développer, si nécessaire, ses propres outils de conception. Alors en somme, c'est se mettre en retrait de la simplification radicale consistant à assimiler à un milieu continu l'amoncellement de particules de toute taille et toute forme qui constituent un massif de sol, et en conservant néanmoins les 2 clés de compréhension qui sont applicables à l'échelle des grains comme à l'échelle du massif, que sont 1, la loi de frottement de Coulomb, et 2, les concepts d'élasticité toujours fructueux sous sollicitation de service. Et donc, en conclusion, je souhaiterais également remercier le Comité français mécanique des sols et son président pour m'avoir invité à présenter cette conférence, le Comité d'organisation des GNGG Lyon 2022, Terrasol pour son soutien dans la préparation de cette conférence, mon collègue Fat Cuira
pour les nombreux échanges qui ont nourri cette présentation, puis mes autres collègues de Terrasol pour leur implication dans certains des dossiers évoqués.